C'est parti. Donc, bienvenue à tous dans ce live Twitch organisé par Adapt dans le cadre de la compétition des éco-gestes Ma Petite Planète. Donc, l'objectif de ce live Twitch, c'est de vous présenter en fait différentes actions pour réduire l'empreinte carbone du transport. Alors, on me fait signe qu'il faut que je parle un peu plus fort. Euh, Peut-être que si je modifie le micro comme ça, j'espère que c'est mieux comme ça. Euh, donc, on va tout de suite commencer par un petit tour de table. Donc, moi, je vais me présenter. Je suis Adrien, je suis le fondateur de la solution Adapt. Adapt, c'est une solution qui permet en fait aux consommateurs d'énergie de réduire leur empreinte carbone. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on visualise la variation de l'intensité carbone de l'électricité. Et en fait, on vous invite à décaler vos consommations lorsque l'électricité est moins polluante. Et donc, on a un cas d'usage effectivement assez intéressant, on va en parler, sur la recharge de la voiture électrique. Donc, on permet de recharger la voiture électrique lorsque l'électricité est moins carbonée. Et voilà. Et donc, moi, j'ai 31 ans, je suis parisien. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'énergie et le climat. Et habituellement, il y a mon cofondateur Charles qui fait les live Twitch avec moi, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Du coup, je vais vous demander de vous présenter, si vous voulez bien. Donc, je crois qu'il y a pas mal de participants de Ma Petite Planète qui sont parmi nous. Donc, si vous pouvez, en fait, dans le chat, vous présenter, dire qui vous êtes, où est-ce que vous habitez et quelles sont un petit peu vos attentes par rapport à ce live Twitch. Est-ce que vous avez des questions particulières sur comment réduire l'empreinte carbone du transport? Donc, je vous laisse voilà, commenter au fil de la vidéo. Euh, donc peut-être pour commencer sur l'agenda, donc aujourd'hui on va uniquement parler de l'empreinte carbone du transport. Donc on ne va pas parler de l'empreinte carbone de la chaleur, on ne va pas parler de l'empreinte carbone de l'électricité, on ne va pas parler de l'empreinte carbone de l'agriculture. On va se focaliser sur le transport, mais on vous invite en tout cas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on fait régulièrement des conférences comme ça, gratuites, sur différents sujets liés à l'énergie et au climat. Donc voilà, on a prochainement, pourquoi pas, des lives sur la sobriété énergétique, sur la crise énergétique mondiale, sur l'avenir énergétique français. On a par le passé fait pas mal de lives aussi sur la sobriété, sur comment optimiser le chauffage. Merci Sandrine. Merci Sandrine pour ta question. Euh, voilà. Voilà un petit peu l'agenda d'aujourd'hui. Et donc du coup, pour commencer, moi j'ai une première question. Première question pour vous, c'est comment vous vous déplacez? Parce qu'en fait, la façon dont vous allez vous déplacer, ça va fortement impacter votre empreinte carbone, notamment l'empreinte carbone du transport. Donc il y a différentes questions auxquelles il faut répondre. Déjà, où est-ce que vous habitez? Parce qu'en fonction d'où vous habitez, si vous habitez en Belgique, en Suisse ou en France, ça peut être différent. Peut-être que vous habitez aussi en Martinique, en Guadeloupe ou en Corse. Il y a évidemment la situation personnelle qui va jouer, votre travail, si vous êtes une famille nombreuse ou si vous êtes célibataire, si vous pouvez faire du télétravail à la maison ou si vous avez un travail qui vous impose de vous déplacer très souvent, ça va évidemment jouer. Bienvenue Zian, je ne sais pas comment on prononce, bienvenue à toi. Et enfin, il y a aussi, comme dans beaucoup de sujets liés à l'énergie, il y a un petit peu un sujet ville et campagne. Alors, je ne veux pas faire de clichés, mais c'est un peu vrai quand même quand on parle d'énergie, parce qu'il y a des questions de densité urbaine qui ne sont pas les mêmes. Et donc évidemment, en France, on va avoir, pardon, pas en France, je veux dire en ville, on va avoir accès à des transports denses qui vont être assez efficaces d'un point de vue énergétique, alors que si on habite dans des zones qui sont denses, enfin, qui sont faiblement peuplées, comme les campagnes, les déserts urbains, je sais pas, des très grandes zones industrielles où il n'y a pas grand monde qui habite, ou pourquoi pas des forêts ou des montagnes. Voilà, on aura du coup un besoin plus important euh, pour se déplacer et d'avoir un mode de transport individuel qui ne peut pas forcément être optimisé.
Donc merci Zian pour ton commentaire. Donc là, je vois que le nombre de spectateurs continue d'augmenter, donc bienvenue dans ce live Twitch Adapt dédié à la réduction de l'empreinte carbone du transport. Je vais vous demander du coup à tous les nouveaux de commenter dans le chat et d'expliquer un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous attendez de ce Twitch, de ce live, et voilà, quels sont vos principaux modes de transport, où est-ce que vous habitez, et si vous avez des questions spécifiques. Du coup, je passe à la suite. Donc, en introduction, nous, on aime bien en général donner des chiffres pour être sûr de parler de vrais problèmes concrets. Comme vous le savez, on a une crise énergétique et une crise climatique mondiale. Et le transport représente une part importante de notre consommation d'énergie, parce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pour se déplacer, pour déplacer des hommes, pour déplacer des marchandises. Et en fait, l'énergie à l'échelle mondiale, l'énergie primaire, elle est à 80% fossile. Et donc du coup, mécaniquement, le secteur des transports qui consomme beaucoup d'énergie émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Alors si on regarde la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur au niveau de la France et au niveau de l'Europe, donc là c'est le graphe que vous avez sur la diapositive. En France, le transport représente quasiment, enfin un peu plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Et en Europe, on est un petit peu en dessous de 30%. Et dans ce transport, cette part transport, en tout cas la part du transport de personnes est la plus importante. Bienvenue Adrem 1214. Euh, Très bien, j'ai noté ta question sur le train, on va en parler juste après. Voilà, donc grosso modo, le message que je vais vous passer ici, c'est que si vous souhaitez en fait réduire votre empreinte carbone, et si par exemple vous voulez atteindre la fameuse cible des 2 tonnes de CO2 par an par habitant, il faudra en fait traiter du sujet du transport. Donc je pense que vous êtes au bon endroit si c'est le cas. Je pourrais vous partager les diapos si vous voulez avec les différentes études. Mais du coup, je vous propose de passer au cœur du problème. Quelle est l'empreinte carbone des différents modes de transport? Et en fait, sur la base de cette empreinte carbone, comment on va pouvoir l'optimiser? Donc dites-moi toujours si vous entendez toujours bien. Donc si on regarde un petit peu les différents modes de transport et si on essaye d'évaluer en fait l'impact climatique des différents modes de transport en France continentale. Alors il n'y a pas que la France continentale, mais on va dire pour simplifier qu'on est principalement en France continentale. Merci pour le retour. Donc quand on réfléchit en fait à l'empreinte carbone de différentes choses, différents produits, différents services, on raisonne en ce qu'on appelle une analyse en cycle de vie. On va chercher à estimer en fait l'ensemble des impacts sur la durée de vie d'un produit. Donc, par exemple, cette gourde, on a besoin d'émettre des émissions de CO2 pour la construire, pour la laver, la nettoyer et quand je vais la jeter à la poubelle, voilà, traiter sa fin de vie, quoi. Alors, je vous rassure, je ne vais pas la mettre à la poubelle, mais l'idée c'est de prendre en compte en fait l'ensemble des émissions qui ont lieu dans l'usage d'un produit. Et pour le transport, c'est pareil. Lorsqu'on parle d'empreinte carbone du transport, et notamment lorsqu'on va comparer l'empreinte carbone du transport fossile avec l'empreinte carbone du transport électrique, on va prendre en compte l'ensemble des émissions sur le cycle de vie. Et donc c'est pour ça que j'ai séparé en fait les émissions que vous voyez sur le graphique en 2 postes principaux. Le premier poste, c'est toutes les émissions qui sont liées à la fabrication, parce qu'on va le voir, il y a certains modes de transport qui demandent en fait beaucoup d'énergie et qui émettent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre pour fabriquer en fait les produits. Et ensuite, on a évidemment les émissions de CO2 qui sont liées à l'usage carburant. Donc il y a évidemment le carburant, donc le diesel qu'on a dans son réservoir et qu'on va cramer voilà, dans le moteur à combustion pour avancer. Et il y a aussi dedans en fait les émissions qui sont liées à la production et au transport de l'électricité qui va servir en fait à alimenter votre moteur électrique dans votre vélo, dans votre voiture ou pourquoi pas dans votre train ou votre métro. Enfin, je pense que vous ne possédez pas de métro ou de train, ou alors il faut me le dire dans le chat, ce serait assez marrant. Mais voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, une fois que j'ai dit ça, on peut en fait évaluer
l'impact climatique des différents modes de transport en comparant l'ensemble des choses qui sont comparables. Donc je répète, à la fois la fabrication et l'énergie utilisée comme carburant pour le transport. Alors, première chose, il faut savoir qu'en France, et c'est pareil en Europe et c'est pareil dans le monde, la très très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre liées au transport sont liées à la voiture individuelle. Je pense que ça ne va pas vous choquer. C'est la voiture qui représente une bonne grosse moitié des émissions de gaz à effet de serre du poste transport. Donc vous voyez qu'au global, ça fait quand même un poste assez important. Et donc là, si on regarde, si on commence à rentrer dans le détail, on a donc, c'est peut-être écrit petit, donc je ne sais pas si vous allez voir, donc je vais devoir un peu commenter, mais les deux premières lignes, c'est voiture moyenne essence et voiture moyenne diesel. Donc là, c'est des voitures fossiles, et on voit que l'empreinte carbone en grammes de CO2 équivalent par kilomètre, grammes de CO2 équivalent par kilomètre, pardon, effectivement, va émettre autour de 200 grammes de CO2 par kilomètre. Donc effectivement, Sandrine, très bonne question. On voit que le diesel est un peu plus efficace que l'essence et en moyenne, il va émettre voilà, de l'ordre de 5 à 10% de moins de CO2 que l'essence. Alors attention, on parle bien de gaz à effet de serre et on ne parle pas d'autres polluants atmosphériques. Le diesel est un peu meilleur sur la partie énergie et climat. Par contre, il émet un petit peu plus de polluants atmosphériques. C'est pour ça qu'il est il est très souvent, enfin voilà, on cherche en tout cas à l'interdire. Donc vous voyez que la voiture finalement ça pollue quand même pas mal, on est quand même sur le haut du graphe. Ensuite si on regarde la voiture électrique, là on a un petit peu, alors première remarque, c'est quand on regarde la voiture électrique, on voit que la barre bleu clair, elle est beaucoup plus grosse que les barres bleu clair des voitures thermiques. Les voitures thermiques, pour faire simple, elles sont environ à 25 grammes de CO2 par kilomètre. Alors que la voiture électrique, on va être entre 75 et 100 grammes de CO2 équivalent par kilomètre en moyenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, les voitures électriques sont plus lourdes, elles ont besoin de plus de batteries, et du coup, les batteries, notamment les batteries lithium-ion qui sont construites à l'heure actuelle, nécessitent plus d'énergie pour être produites. Et à l'heure actuelle, il faut utiliser des énergies fossiles pour extraire le lithium, pour le raffiner, pour l'assembler. Et on a aussi globalement des voitures qui sont un peu plus lourdes en général. Donc du coup, la voiture électrique, elle est moins bonne pour le climat sur la partie fabrication. On a besoin d'un petit peu plus d'émissions de gaz à effet de serre pour fabriquer la voiture. Par contre, si on regarde l'ensemble du cycle de vie, si on regarde notamment la partie carburant, en France, comme vous le savez, on a une électricité qui est quand même plutôt faiblement carbonée par rapport à la moyenne des pays européens. Enfin, on peut toujours mieux faire, mais c'est quand même plutôt pas si mal. Effectivement, comme méthane il y a aussi le cuivre qui demande aussi beaucoup d'émissions de CO2. Donc là, si on regarde en fait les voitures électriques, on est entre 20 et 40 grammes de CO2 pour la partie carburant. Et au global, on est quand même sur un facteur 2 par rapport à la voiture thermique. Donc grosso modo, pour répondre à la question de Sandrine, si on passe d'une voiture fossile à une voiture électrique, en moyenne, on peut espérer faire un facteur 2 pour réduire son empreinte carbone. Ensuite, peut-être petite idée d'amélioration, on voit que si effectivement on est sur une petite voiture électrique d'entrée de gamme, mais qu'on n'est pas sur un très gros SUV, on a évidemment des émissions ramenées au kilomètre qui sont un peu plus faibles. Donc le meilleur chemin, c'est de passer d'une voiture diesel par exemple à une petite voiture électrique, comme par exemple une Zoé, voire même la petite voiture Ami de Citroën, qui à mon avis doit avoir des émissions qui sont encore plus faibles. Voilà un peu pour la voiture. Je vous rassure, là je fais un peu les chiffres globaux et après je vais rentrer dans le détail des différentes actions qu'on peut mettre en place. Ensuite, il y a les motos. Alors les motos, c'est assez particulier. On voit que le scooter, le petit scooter thermique, effectivement, il est pas mal. En termes de grammes de CO2 par kilomètre, effectivement, il permet de faire quasiment un facteur 3 par rapport à une voiture. Si évidemment on est seul dans la voiture, mais ça je vais en parler juste après. Par contre, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est les motos qui sont supérieures à 250 cm3, où là effectivement on a une empreinte carbone qui est extrêmement importante, qui est quasiment aussi importante que les voitures fossiles. Exactement, la taille des pneus joue effectivement sur les émissions de particules fines. Alors là, je parle uniquement des émissions de gaz à effet de serre. Je ne parle pas des émissions de particules fines, mais effectivement, Adrem a entièrement raison.
toutes les voitures, tous les scooters émettent des particules fines liées à la dégradation des pneus. En fait, les pneus se dégradent, ça fait des particules fines. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour les trains et le métro aussi. En fait. Dans le métro de Paris, par exemple, l'air est assez pollué parce qu'en fait, en freinant, les roues du métro émettent plein de particules fines. Donc, du coup, j'en étais au. Ouais, et frein, exactement. Ouais. J'en étais du coup aux motos. Donc, on voit que les motos, c'est quand même vraiment pas top. Surtout les très grosses motos. Ensuite, on a effectivement quelque chose qui est assez efficace, c'est le vélo. Et même si on prend le vélo électrique, qui est un vélo quand même qui a beaucoup plus d'empreinte carbone qu'un vélo normal, qui est aussi plus cher, là on voit qu'effectivement on est quasiment à 20 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là vous avez quasiment un facteur 10 par rapport à une voiture. Donc par exemple pour le cas de ma mère, si elle arrive en tout cas à passer une petite voiture thermique à un vélo électrique, notamment pour aller au travail, hein, elle a à peu près entre 5 et 10 km de trajet quotidien. Là, on voit tout de suite l'impact en termes d'émissions de CO2, il est colossal. Donc, malheureusement pour elle, le trajet n'est pas top, il passe par une forêt qui est assez accidentée, donc c'est peut-être pas forcément possible. Mais voilà, ça donne une idée. Alors, effectivement, on me dit qu'il ne faut pas que j'oublie les commentaires. Effectivement, j'ai bien vu ton commentaire, hein, Ziane, sur les freins. Tout à fait. Alors là, peut-être un premier commentaire quand même sur ces facteurs d'émission-là. En fait, sur les principaux modes de transport, on est en grammes de CO2 par kilomètre et on n'est pas en grammes de CO2 kilomètre par passager. C'est-à-dire que si vous voulez aussi faire un facteur 2, facteur 3, facteur 4, voire facteur 5 sur les émissions de votre voiture, en fait, il suffit d'inviter vos voisins, d'inviter voilà, peut-être vos enfants, vos amis, vos camarades de travail, en fait, de partager les voitures. En fait. Et en partageant les voitures, que ce soit les voitures thermiques ou les voitures électriques, vous allez pouvoir en fait, fortement réduire vos émissions de CO2. Donc c'est déjà un premier tips pour radicalement baisser les émissions de CO2 du transport. Ensuite, je voulais un peu parler des transports publics. Alors là, je sais que tout le monde n'habite pas forcément dans des grandes villes avec beaucoup de densité urbaine et un réseau de transport fiable, régulier et fréquent, mais on voit qu'effectivement l'autobus permet de faire un facteur 2 hein, sur les passagers kilomètres. Il n'est pas si bon que ça en fait sur les longues distances. Par contre, si on passe à l'autobus électrique, là ça devient quand même intéressant. Donc finalement, tout l'écart que vous voyez, style Euroline, Flixbus, etc., faut faire attention, c'est pas si bien que ça. Il y a quand même des pistes d'amélioration et des meilleures choses. Par contre, si vous habitez en ville et que vous voulez utiliser le métro ou le RER ou le train urbain style transilien, là c'est extrêmement bon, quoi. Là on est vraiment sur l'épaisseur du trait, que ce soit en France continentale ou même dans d'autres pays européens qui ont une électricité qui est plus carbonée. C'est là où vous allez vraiment en fait réduire les émissions de CO2. D'ailleurs j'ai un petit commentaire aussi. Il faut faire attention parce que si vous êtes urbain et que vous utilisez traditionnellement les transports publics mais que vous passez au vélo électrique, vous voyez qu'en fait, vous ne diminuez pas vos émissions de CO2, vous les augmentez. Factuellement, voilà, vous allez avoir une empreinte carbone qui va être plus élevée si vous passez voilà, du métro parisien au vélo électrique. Donc tout ça pour dire que le vélo électrique, je ne suis pas en train de taper hein, sur le vélo électrique, je dis juste que le vélo électrique, il a un vrai intérêt pour le climat, si et seulement si il remplace une voiture. Si jamais vous avez des trottinettes électriques ou des vélos électriques en libre service, comme on a vu se développer dans les villes là, depuis quelques années, si c'est pour remplacer en fait des gens qui habituellement se déplacent à pied ou en transport en commun, en fait, ça n'a aucun intérêt pour le climat. Voilà. Désolé, hein, je suis en train de détruire un peu la communication greenwashing de certaines boîtes, certaines startups, mais en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'impact climatique. Il faut absolument remplacer de la voiture. Après, vous pourriez me dire qu'effectivement, s'il y a plus de gens qui prennent le vélo, ça laissera peut-être plus de place dans les transports en commun, et donc plus de monde pourra utiliser les transports en commun. Ça, c'est vrai, c'est un effet indirect. Mais en tout cas, dans le cas du vélo électrique, le vélo musculaire, entre guillemets, a une meilleure empreinte. Donc du coup, voilà,
le vélo électrique, ça ne doit pas être le joker dont tout le monde sert en pensant que vous allez réduire votre empreinte carbone. Ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Et dernier point, peut-être plus pour les voyages, mais là on voit bien que le TGV a une empreinte carbone qui est extrêmement faible, qui est voilà, potentiellement allez, 20 à 50 fois plus faible que l'avion moyen courrier. Ça, je vais en parler juste après. D'ailleurs, fun fact, hein, l'avion a à peu près les mêmes émissions en grammes de CO2 équivalent par kilomètre, enfin par kilomètre passager, qu'une voiture si vous êtes seul dans votre voiture. Bienvenue Heidi, bienvenue dans ce webinaire. Donc, en gros, faire un Paris-Marseille seul en voiture, c'est aussi crade pour le climat que de faire un Paris-Marseille en avion. Donc, une fois de plus, privilégier le covoiturage au maximum. Ensuite, il y a d'autres choses aussi qui sont assez polluantes, qui sont extrêmement controversées parce qu'on n'a pas forcément des facteurs d'émission très très fiables là-dessus. C'est tout ce qui est en fait ferry, paquebot, etc. Donc là, j'ai juste mis un facteur d'émission qui est accepté par l'ADEME, qui est notamment un chiffre de Polynésie. Ça vous fait un peu voyager. Mais effectivement, une navette intérile en Polynésie, c'est une catastrophe, quoi. C'est pire que l'avion. Donc typiquement, si vous devez faire un saut de puce entre des îles et que vous pensez que la petite navette fluviale va être moins émissive que l'avion, c'est potentiellement faux, quoi. Effectivement, voilà. C'est un tabou, mais effectivement, dans le milieu du maritime, il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises qui essayent d'électrifier en fait des petits ferries électriques parce que voilà, c'est un truc quand même assez crade. Et dernier point, voilà, j'ai mis la télécabine. La télécabine au ski par exemple ou en montagne, maintenant il y a même des télécabines urbaines. Ça consomme quand même pas mal en électricité. Voilà, si on ramène ça en grammes de CO2 kg par kilomètre, c'est pas top. Voilà, quoi, n'abusez pas des télécabines. Voilà, donc grosso modo, vous avez là, j'étais un petit peu long, désolé, mais j'ai un peu planté le décor des principaux, voilà, de l'empreinte carbone, des principaux modes de transport. Donc voilà, je crois que je vois dans les commentaires qu'il y a eu certaines surprises. N'hésitez pas à me poser des questions, c'est des choses qui ne sont pas claires. Ça, c'est basé sur des données fiables de la base carbone de l'ADEME, qui sont des données qui sont revues par des pairs, qui sont toutes validées. Donc, grosso modo, pour réduire vos émissions, bah, il faut éviter au maximum l'avion, les navettes interiles, donc le transport maritime, les très grosses motos et les voitures. Et pour les voitures et les motos, essayez au maximum d'être plusieurs dedans. C'est là où vous allez avoir en fait un impact assez important. Et en conclusion, là sur la voiture électrique, c'est pas neutre, hein. Il y a un facteur 2, mais il y a encore des gisements d'optimisation. Donc maintenant que je vous ai dressé le panorama, on va passer à la partie action. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour réduire votre empreinte carbone au quotidien? Donc nous, on aime bien l'approche négawatt et qui se fonde sur la sobriété énergétique. D'ailleurs, c'est marrant parce que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a une très très grosse crise énergétique mondiale et même des organismes très conservateurs comme l'Agence internationale de l'énergie, qui à la base représentait quand même les intérêts gaziers et pétroliers des pays de l'OCDE, même des organismes comme ça en fait recommandent la sobriété et disent voilà, si on veut en fait avoir une énergie qui soit moins chère et moins carbonée, il faut en fait remettre en cause les usages énergétiques. Donc on s'est inspiré de ces principes-là pour proposer ces actions. Donc premier principe de sobriété, comment moins consommer d'énergie pour se déplacer. Bah, première chose très simple à mettre en place, faire du télétravail et des visioconférences au lieu de se déplacer pour aller au transport. Quid de l'électrification qui double la quantité de cuivre nécessaire à chaque génération, thermique, hybride, full électrique, pression sur les métaux. Alors j'ai pas forcément compris la question Acasian. Je pense que tu fais référence à l'impact de l'électrification du transport sur la demande en métaux. En tout cas, d'un point de vue climatique, je te renvoie aux chiffres d'avant. Passer à l'électrique, c'est bien meilleur pour le climat.
C'est bien meilleur pour le climat, surtout en France, on a l'électricité qui est peu carbonée. Après, c'est sûr que la transition énergétique, elle va avoir besoin de métaux. On va avoir besoin de cuivre pour transporter l'électricité, on va avoir besoin de métaux rares, notamment pour certaines batteries. Mais ça, voilà, c'est un moindre mal, entre guillemets, par rapport au chaos climatique. Et surtout, les voitures thermiques, elles ne sont pas plus neutres. Elles ont elles aussi besoin de métaux, elles ont elles aussi besoin de métaux rares. Et l'électrification, on en aura besoin hein, pour la chaleur aussi. Donc effectivement, tu as raison, il y a bien une pression sur les métaux. Mais il faut, je pense, quand même grandement la nuancer. Euh, Effectivement, il y a besoin de plus de cuivre pour effectivement une voiture électrique. Mais le cuivre est quand même disponible. À l'heure actuelle, il n'y a pas forcément de pression spécifique sur ce métaux-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les prix augmentent. Hein. Tu regardes les prix du lithium, les prix du cuivre, ça augmente. Aussi parce que l'énergie fossile est de plus en plus chère. Du coup, les gens veulent beaucoup plus d'électrique. Du coup, il y a effectivement une contrainte importante sur les métaux, tu as entièrement raison. Je pense que c'est un sujet assez complexe, on pourrait presque même faire un live Twitch dédié là-dessus avec des spécialistes du sujet. Moi j'ai fait une thèse là-dessus quand j'étais en master, de rien. Du coup je vais repartir quand même des pistes, des actions concrètes que vous pouvez faire vous au quotidien pour réduire votre empreinte carbone. Donc je repars de la sobriété, il y a effectivement éviter les déplacements en faisant du télétravail et des visioconférences. Réduire la vitesse, ça c'est tout bête, mais passer de 130 à 110 sur les autoroutes, comme l'ont fait déjà certains pays, bah, ça permet de réduire la vitesse. Je pense que n'importe qui a conduit sur l'autoroute s'est bien rendu compte que la consommation en litres au 100, elle est plus élevée quand on est en cinquième et qu'on passe de 110 à 130. Donc voilà, une façon très simple d'économiser l'énergie, c'est de réduire la vitesse. Il y a aussi pas mal de pays qui mettent en place des dimanches sans voiture dans différentes villes. Notamment, les Pays-Bas ont vachement démocratisé ce concept suite à la crise pétrolière dans les années 73. Donc on peut facilement réduire la demande en énergie pour se déplacer. On peut aussi jouer sur l'efficacité. Donc typiquement systématiser le covoiturage, j'en ai parlé. Hein. Je pense que tout le monde utilise Blablacar. Il y a d'autres solutions qui existent comme Mobicop, qui sont des solutions un peu plus citoyennes pour certaines collectivités. Évidemment, si vous habitez en ville, il faut privilégier le vélo et les transports publics. On peut utiliser des voitures aussi plus petites qui vont demander moins de matériaux pour être construites. Il faut aussi partager les voitures. Enfin, quand on voit l'empreinte carbone liée à la fabrication d'une voiture électrique et qu'on sait que la voiture elle est utilisée peut-être, je ne sais pas, moi, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, entre 2 et 5% du temps, effectivement, il y a un cas d'usage assez important à partager les voitures. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup Getaround, qui est une société américaine qui a racheté une société française qui était bien implantée en France. Je trouve que le service, il est vraiment pas mal. On peut débloquer la voiture avec son téléphone. Et voilà, c'est une super façon de réduire en fait les émissions de CO2 liées à la fabrication des voitures. Et en plus, si vous utilisez des voitures électriques, bah, c'est encore mieux. Et en plus, c'est beaucoup moins cher. Si vous calculez le coût complet d'avoir une voiture, effectivement, c'est beaucoup moins cher. Et après, il y a la question aussi de réparer les voitures, en fait, d'améliorer la durée de vie, d'étendre les voitures. Donc là, on a des camarades, qui s'appellent Revolt Club. Donc si vous avez une voiture électrique, je vous invite à aller voir. Eux, ils veulent faire durer les voitures électriques plus de 100 ans. Donc c'est, je trouve, un très bel objectif. Alors, on a une petite question. Ouais, Getaround, c'est très bien. Enfin, moi, je m'en sers. C'est très très bien. Alors, c'est un peu comme comme toutes les sociétés toutes les startups qui reposent sur des mises en relation. C'est un peu comme Airbnb en fait. Il y a des particuliers qui louent des voitures sur Getaround. D'ailleurs, parfois, on peut même passer au black. Enfin, je ne devrais pas le dire, mais je m'en fous. On peut passer au black entre particuliers. Par contre, comme Airbnb, il y a bien sûr des sociétés qui sont sur le coup. Donc, du coup, c'est pas uniquement des particuliers. Il y a des sociétés qui se montent pour le partage de voitures. Mais tu peux aussi voilà, choisir des gens qui mettent en place, qui louent leur voiture. Toi, en tout cas, si tu as une voiture, tu peux la mettre sur Getaround, ça c'est sûr. Et peut-être que tu pourras faire la rencontre de certains voisins qui pourront en fait te prêter ta voiture ponctuellement et puis vous pourrez vous arranger pour le paiement. Du coup, je vois le temps qui passe, donc je peux me permettre d'avancer. Donc une fois qu'on a moins consommé et mieux consommé,
Il y a la question quand même du remplacement des véhicules notamment, et remplacé par du bas carbone. Donc l'idée c'est de passer du thermique fossile à de l'électrique, voire du musculaire. Donc ça me fait rigoler parce que moi je suis un très grand cycliste et ça fait marrer quand maintenant on parle de vélo musculaire, mais c'est quand même la base de la base pour diminuer son empreinte carbone liée au transport. Si vous devez passer à l'électrique, alors je sais que c'est un sujet assez compliqué, donc nous on fera un article dessus. Mais c'est assez facile de passer à l'électrique. Enfin, vous pouvez facilement, je pense, pour au moins une de vos voitures, si vous avez deux voitures, la passer à l'électrique. Il faut savoir qu'en moyenne, le français fait 35 km par jour en voiture. Donc en fait, l'autonomie, c'est même pas un sujet, quoi. Il y a pour vos trajets quotidiens, pour aller chercher vos enfants, etc., même pour faire des week-ends, il y a très certainement une très grande partie de vos usages qui peuvent être faits avec une voiture électrique. N'hésitez pas à utiliser différentes solutions de financement aussi, parce que l'investissement dans un véhicule électrique, ça peut être assez important. Ça peut être entre 10, 20, 30 000 euros parfois, ça dépend des aides et des types de véhicules que vous voulez acheter. Mais il y a des solutions de financement qui existent et qui permettent du coup de financer en fait l'achat de ce véhicule, hein, comme d'ailleurs les véhicules thermiques, hein. Il y a aussi un marché de seconde main qui commence à se développer. Alors j'ai eu des retours d'utilisateurs me disant que le marché de seconde main de l'électrique est sous très forte tension parce que en fait, les constructeurs préfèrent vendre des voitures neuves et aussi parce qu'avec la crise énergétique, c'est des véhicules qui valent très cher maintenant. D'ailleurs, j'ai des amis qui ont acheté une voiture électrique de seconde main qui l'ont acheté il y a, je crois, à peu près un an. En fait, s'ils la revendaient maintenant, ils la revendraient plus cher que ce qu'ils l'ont acheté, tellement le marché est sous tension. Et enfin, si vous avez une voiture électrique, évidemment, vous pouvez utiliser une solution comme Adapt. Je fais un peu ma pub. Vous pouvez utiliser une solution comme Adapt pour recharger votre vélo, scooter ou voiture électrique. Ça permet en fait d'aller minimiser la partie carburant du véhicule électrique pour encore plus réduire vos émissions de CO2. Vous pouvez effectivement électrifier votre vélo via un kit Hose Power. Alors du coup c'est assez tordu. Pourquoi électrifier ton vélo? Donc là en gros tu passes d'un vélo musculaire à un vélo électrique. Donc oui c'est possible. Effectivement ça je pense que c'est intéressant. Si effectivement tu peux prendre un vélo musculaire et l'électrifier pour remplacer une voiture, ça c'est une bonne idée. Donc il y a effectivement Acasian 44 qui propose le kit Hose Power. Moi je ne connais pas. Je sais que mon voisin a fait ça. Il en est très content. D'ailleurs, il a hacké le truc, donc il a un vélo électrique très puissant. Voilà un peu sur les pistes pour réduire votre empreinte carbone quotidien. N'hésitez pas à partager en tout cas vos astuces, vos conseils sur le chat. Dites-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous voulez que je précise. Et du coup, la petite cerise sur le gâteau, c'est voilà, nos pistes, nos idées, nos actions pour réduire votre empreinte carbone en voyage. Parce que c'est vrai que l'empreinte carbone, elle est souvent dans les voyages. Enfin, moi, par exemple, dans mon cas personnel, mon empreinte carbone liée au transport, elle est surtout importante pour mes voyages parce que j'habite en ville. J'utilise un vélo musculaire ou les transports en commun, donc une empreinte carbone qui est assez faible. Et c'est quand je pars en week-end ou quand je pars en vacances que j'ai une empreinte carbone qui est assez importante. Donc la première action pour moins consommer et pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre, c'est la sobriété. Donc c'est tout bête, mais c'est partir moins souvent et moins régulièrement en voyage, en vacances, dans des destinations lointaines. Donc je ne vous dis pas de ne pas partir en vacances, hein, de ne pas prendre de vacances. Prenez des vacances, passez au 4-5e, faites ce que vous voulez de votre temps libre. Par contre, voilà, si vous allez en fait à New York par exemple, vous allez en fait avoir un budget carbone très très important. Donc là, par rapport aux chiffres que je vous ai montrés il y a 3 diapos, les émissions de CO2 d'un moyen courrier, c'est environ 200 grammes de CO2 équivalent par passager kilomètre. Donc un Paris-New York, aller-retour, c'est l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 000 km. Vous faites le calcul, vous avez quasiment cramé 2 tonnes de CO2, 2 tonnes de CO2 pour faire simplement un Paris-New York en avion. Et en fait, 2 tonnes de CO2, c'est la cible qu'on doit atteindre pour respecter les accords de Paris. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'effort qu'on doit faire pour limiter les trajets en avion, si on veut espérer en fait respecter l'accord de Paris. Ensuite sur la partie efficacité, sur comment en fait mieux se déplacer en vacances, donc faire du vélo itinérant. Donc moi j'ai fait plein de voyages à vélo.
D'ailleurs, je suis allé en Amérique du Sud. Donc j'ai pris l'avion pour aller en Amérique du Sud et j'ai fait un voyage là-bas de 6 mois. J'ai fait le tour de la Méditerranée à vélo. Donc là, j'ai dû prendre un tout petit peu quelques ferries pour passer en gros de l'Europe à l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Nord à l'Europe. Donc là, voilà, j'ai un peu poutré mon empreinte carbone. Et du coup, voilà, j'ai quand même pas mal voyagé et j'ai fait vachement de vélo euh, avec ma copine, avec des amis, notamment en Europe. Donc c'est possible de voyager à vélo. Il faut systématiquement privilégier le train lorsque c'est possible. Le train, le TGV, le train de nuit. Donc le problème du train, c'est que parfois il n'est pas forcément développé entre différentes villes. Par exemple, en France continentale, entre disons l'ouest de la France et l'est de la France, il y a peu de choses qui existent. Hein. C'est très centralisé sur Paris. Je vous invite à voir l'initiative Railcoop, qui est en fait une coopérative qui propose de racheter des trains pour développer un petit peu tous ces réseaux qui ont été un petit peu délaissés par notamment la SNCF. Comme je vous ai dit, il faut systématiser le covoiturage, donc même en vacances. Il faut plutôt utiliser des voitures plus petites, donc éviter de partir en vacances en gros avec un gros SUV où vous mettez plein de choses dedans. Essayez de louer des choses sur place. Et pour le maritime, hein, effectivement, là, c'est extrêmement impactant. Donc là, vous pouvez privilégier la voile. Donc si vous avez du temps, par exemple, il y a une société qui s'appelle Sailcoop qui propose d'aller en Corse en voilier. Donc là, vous allez quand même vachement réduire vos émissions de CO2. Par contre, voilà, ce n'est pas forcément une solution qui est disponible pour tout le monde. Donc j'ai mis un petit point d'interrogation. Hein. Je suis conscient que si vous devez par exemple aller en Guadeloupe voir votre famille, vous n'allez peut-être pas forcément tout le temps prendre le voilier. Et enfin, si vous devez remplacer vos moyens de transport par du bas carbone, franchement, pourquoi acheter une voiture pour aller en vacances si c'est pour juste avoir un besoin ponctuel, est-ce que vous ne pouvez pas finalement louer des voitures électriques sur place plutôt que d'acheter une voiture? Parce que ça va être une façon très simple de moins vous prendre la tête et de réduire à la fois votre budget et votre empreinte carbone. Et évidemment, en vacances, si vous avez une voiture électrique ou un vélo électrique, vous pouvez toujours utiliser Adapt pour recharger votre mode de transport au bon moment. Donc voilà, merci à tous. On arrive à la fin de ce webinaire sur la réduction de l'empreinte carbone du transport. J'espère que vous avez tout compris, que c'est clair, que je ne me suis pas trop perdu dans des envolées lyriques comme je le fais parfois, que le son était bon. N'hésitez pas en tout cas à nous faire vos retours, donc sur le chat ou ultérieurement. On est évidemment pas mal présent sur différents réseaux sociaux. Comme j'ai dit, la vidéo elle est enregistrée, donc si elle est de bonne qualité, on la mettra sur YouTube. Merci pour vos retours. On a un forum Discord sur lequel vous pouvez effectivement continuer à poursuivre ces échanges. On parle notamment beaucoup d'optimisation de la recharge de la voiture électrique sur le Discord. Donc n'hésitez pas à y aller. Et enfin, en conclusion, si vous souhaitez aller plus loin dans la réduction de votre empreinte carbone et dans une consommation plus intelligente d'énergie, pour avoir des conseils fiables et indépendants et impactants sur comment réduire vos consommations, vos factures et votre empreinte carbone, la principale porte d'entrée, j'insiste, c'est vraiment adapt.sh. Donc adapt.sh, vous allez vous créer un compte utilisateur. Et en fait, avec ce compte utilisateur, vous allez prendre effectivement peut-être 1 minute ou 2 minutes pour remplir votre panorama énergétique sur votre situation personnelle, sur ce que vous utilisez comme moyen de chauffage, ce que vous utilisez comme moyen de transport, ce que vous utilisez comme principaux équipements électriques. Et en fonction de ces différents paramètres, alors je sais que pour l'instant on n'a pas été, on ne vous a pas beaucoup communiqué là-dessus pour ceux qui ont déjà un compte, mais nous l'idée c'est bien en fait de vous proposer en fait différents conseils personnalisés pour vous aider en fait à réduire vos émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie en général, pas que sur le transport. Du coup, on va vous envoyer aussi un questionnaire suite à ce Twitch pour, pour un peu vous demander vos retours sur ce que vous avez pensé. Donc là, effectivement, Marie l'a gentiment mis dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez y accéder directement. En tout cas, si vous pouvez y accéder, c'est super. Mais faites vos retours. Donc là, je vois pas mal de retours. Super clair, merci. Merci à vous. Je vais arrêter l'enregistrement du stream.